Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'œil. Alors effectivement, l'œil est très important pour les humains. L'œil, la vision est très importante pour les humains puisqu'on dit qu'on est des animaux visuels. Ça veut dire qu'en cas de conflit, c'est notre système sensoriel dédié à la vision qui sera le plus fréquemment pris en compte. Donc forcément, c'est le système chez les mammifères. La vision est un système chez les mammifères qui est très développé et plus particulièrement, encore une fois, chez l'humain. Et ça en fait un système qui est relativement complexe. Donc, cette vidéo est un petit clin d'œil pour mes étudiants de troisième année qui voulaient un support supplémentaire pour la transduction visuelle. On va commencer par parler de l'œil. Alors, c'est vrai que l'œil, en superficie ou ce qu'on peut en voir de façon externe, c'est pas grand-chose, hein. On voit simplement, comme sur l'image ici, on va voir essentiellement la pupille qui laisse rentrer la quantité de lumière suffisante et l'iris qui peut être plus ou moins coloré, donc qui va donner finalement la couleur de l'œil. Mais ça, c'est une très, très faible partie de l'œil, puisque, comme on le voit sur la deuxième image, l'œil est un globe et il y a beaucoup plus d'espace dédié à l'œil, entre guillemets, qui va être à l'intérieur, donc de façon interne qu'on ne peut pas voir. Donc, on va repartir un petit peu sur les composantes de l'œil rapidement. Donc, ce qu'on voit sur le devant, la partie transparente qui est la cornée, va se continuer par la suite et former la première des trois membranes qu'on va avoir de façon un peu circulaire au niveau de l'œil. Donc, il s'agit de la sclérotique. C'est la membrane la plus résistante, celle qui va donner sa morphologie, sa forme à l'œil. Et sur le devant, elle devient transparente pour former un petit peu la cornée. Ensuite, il y a une deuxième membrane qu'on voit assez difficilement ici, un petit peu en rosé, qui est la choroïde, qui est une petite couche qui va essentiellement faire passer le système sanguin pour pouvoir apporter les nutriments au niveau de l'œil. Et enfin, la dernière des trois membranes, celle sur laquelle on va parler beaucoup par la suite, qui est illustrée en jaune ici, qui est la rétine. Donc, on va en parler beaucoup, mais c'est donc la rétine, la troisième membrane consécutive qu'on va avoir, qui a une forme un peu circulaire, puisqu'ils sont essentiellement positionnés au fond de l'œil. Maintenant, si on en revient, il y a bien sûr d'autres structures. Donc, on avait parlé un petit peu de la cornée. On a la pupille qui est une espèce d'espace circulaire, un trou qui va laisser rentrer la quantité de lumière suffisante, et ce grâce à l'iris qui va pouvoir se refermer ou s'ouvrir de façon circulaire, donc qui va permettre, en cas d'apport de lumière trop important, de se réduire pour ne pas éblouir, entre guillemets, le fond de l'œil. On a bien sûr le cristallin, qui est la lentille la plus importante à ce niveau-là, parce qu'elle va faire réfracter les rayons lumineux, elle va rediriger les rayons lumineux pour les envoyer sur la rétine et pour les envoyer majoritairement sur ce qu'on verra plus tard comme étant le point le plus sensible de la rétine, la fovéa. Donc, on a des substances gélatineuses qui vont en avant et en arrière, qui vont permettre de maintenir la morphologie de l'œil, mais également de nourrir tout ça un petit peu. Donc, on a l'humeur aqueuse en avant, l'humeur vitrée en arrière, et ce sont évidemment des substances qui sont translucides pour pouvoir laisser passer la lumière. Donc, on va en arriver maintenant à l'organisation de la rétine. Donc, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, la rétine est organisée de façon complexe. C'est les photorécepteurs qu'on va trouver dans la rétine ont l'organisation la plus complexe qu'on connaisse en termes de système sensoriel, puisqu'ils font partie des transducteurs codeurs de type 3, à savoir qu'on a 3 types cellulaires différents et 2 synapses. Donc, dans les 3 types cellulaires, on va commencer par les récepteurs, qu'on appelle des photorécepteurs, puisqu'ils sont là pour absorber la particule d'énergie de la lumière qui est le photon. Donc, on a 2 types différents de photorécepteurs, à savoir les cônes et les bâtonnets. Alors, les cônes sont sensibles essentiellement aux longueurs d'onde, c'est-à-dire les couleurs, et également vont être suffisamment précis pour pouvoir donner des détails sur l'information visuelle. Les bâtonnets, quant à eux, vont être beaucoup plus sensibles
à la luminosité, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner même en faible luminosité et ils vont nous donner accès très rapidement et très facilement à tout ce qui est mouvement. Donc, l'information, quand elle va être captée de prime abord par les photorécepteurs, les cônes ou les bâtonnets, va ensuite passer dans la chaîne dont je vous ai parlé. Hein, j'ai dit trois éléments cellulaires. Donc, par le biais d'une synapse, l'information qui arrive aux photorécepteurs, cônes et bâtonnets, va ensuite être transférée aux cellules bipolaires, puis via une autre synapse aux cellules ganglionnaires. Donc, et c'est d'ailleurs les axones des cellules ganglionnaires qui vont former le nerf optique, donc ils vont sortir l'information de l'œil pour aller vers le reste du système nerveux. Donc, de façon organisée, on voit là hein, qu'on a des couleurs. Donc, les cônes et les bâtonnets vont être représentés, les cônes surtout vont être représentés en rouge et les bâtonnets en gris, ou l'inverse, parce que je m'excuse, je ne vois pas assez bien sur le schéma. Et puis, l'information va passer à la deuxième couche de cellules, puisque sont les cellules bipolaires, puis la troisième couche de cellules, les cellules ganglionnaires. Donc, vous avez une schématisation ici qui est beaucoup plus facile. Donc, vous avez les photorécepteurs qui sont représentés. L'information captée par les photorécepteurs va être transférée à la deuxième cellule par une synapse qu'on voit un petit peu ici. Donc, en mauve, on a les cellules bipolaires. Encore une fois, une synapse et on va retrouver les cellules ganglionnaires. Et on voit que les axones ici des cellules ganglionnaires vont finir par se rassembler pour former le nerf optique. C'est pas mal compliqué, mais il y a une deuxième couche de complexité, si on peut dire, c'est qu'on a d'autres types de cellules qu'on appelle souvent des cellules qui vont apporter l'information de façon horizontale, alors que l'information est transférée de façon plus verticale dans ce que je viens de vous parler. Donc, on va avoir des cellules horizontales et des cellules amacrines qui ne sont pas directement reliées à la transduction et qui ne sont pas directement reliées à la fabrication, entre guillemets, de l'information sous forme neuronale, mais qui vont plus être dédiées à la modulation, à la possibilité de mettre en commun plusieurs sources d'informations pour améliorer un petit peu l'information. Donc, c'est de la modulation, pas de la création de potentiel d'action. On arrive maintenant à l'organisation un petit peu de ces photorécepteurs et à leur morphologie. Donc, il y en a énormément, même si la rétine n'a pas une superficie extrêmement importante. Si on la compare par exemple avec la peau qui contient tous les mécanorécepteurs au tact, on a une superficie beaucoup plus faible. Malgré cette faible superficie, on a une concentration énorme de photorécepteurs puisqu'on va en trouver 125 millions par œil et on va avoir à peu près 100 millions de bâtonnets et 5 millions de cônes. Donc, grosse concentration sur un petit espace. La morphologie de ces photorécepteurs, que ce soit des cônes ou des bâtonnets, ils sont constitués à peu près de la même façon, à savoir qu'il y a un segment externe et un segment interne. Et donc, on voit ici le segment externe, le segment externe et le segment interne. Donc, c'est sur le segment externe qu'on va retrouver la transduction, où va se former, plus exactement, la transduction. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le segment externe? Dans le segment externe, on va trouver des disques qui vont s'empiler les uns sur les autres et qui vont suivre un petit peu les plicatures de la membrane, donc les replis de la membrane, si on veut. Et j'en avais déjà parlé, mais je vais le redire ici. Le fait que les membranes soient très repliées les unes sur les autres, ça permet d'avoir une superficie de membrane beaucoup plus importante avec un minimum d'espace. Donc, c'est une des façons que l'évolution a trouvé pour augmenter la quantité de surface qui lui permet d'être en contact, là, dans ce cas-là, avec les photons. Donc, ça augmente les capacités de capture de l'information, mais ça ne prend pas beaucoup plus d'espace. Donc, c'est très intéressant en termes de possibilités. Ces disques sont empilés, donc les uns sur les autres, que ce soit dans les cônes ou les bâtonnets, et ils vont être remplacés régulièrement. Donc, il va y avoir les derniers disques en haut vont être expulsés un petit peu, puis phagocytés, et il y a de nouveaux disques qui vont arriver. Donc, le renouvellement de la pigmentation visuelle, elle est régulière.
Donc, dans ces disques-là, on a ce qu'on appelle les photopigments, donc les pigments photosensibles qui vont permettre d'absorber l'énergie de la lumière, à savoir le photon. Ces cellules, ces photorécepteurs ne sont pas répartis de la même façon au niveau de la rétine. Donc, on voit qu'on a une répartition différentielle qui est assez intéressante. Donc, c'est ce qui est représenté sur le deuxième schéma ici. Vous voyez qu'en périphérie, que ce soit vers la tempe ou vers le nez, on va avoir énormément de bâtonnets. Donc, on a une grande concentration, ça diminue un petit peu vers la fin de la rétine. Même chose de l'autre côté de la rétine. Et c'est quoi qui va jouer le milieu? Qu'est-ce qui fait que je dis d'un côté et de l'autre côté? Ben, c'est ce qu'on appelle la fovea, cette fameuse partie plus sensible dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. Et au niveau de la fovea, on a une inversion dans la répartition puisque c'est au niveau de la fovea qu'on va trouver le maximum des cônes. Donc on voit qu'on a une densité des photorécepteurs de type côte qui va augmenter et ça va diminuer, voire disparaître vers la périphérie. Donc on l'a dit tout à l'heure, les bâtonnets sont plus sensibles à la luminosité et au mouvement, alors que les cônes sont plus sensibles aux détails et à la lumière. Et si on se repositionne par rapport à la vie de tous les jours, ben on sait que quand on veut faire une capture visuelle, quand on veut regarder quelque chose d'important, on va le mettre en vision centrale. Et la vision centrale, c'est la vision qui va donner le plus d'informations au niveau des cônes, donc ce qui va nous permettre de détailler l'information, d'avoir sa couleur, sa morphologie, son détail, donc de vraiment prendre l'information sous sa forme la plus complète. Par contre, si vous percevez ou détectez plutôt un mouvement, ça peut arriver très facilement en périphérie parce que justement la périphérie avec les bâtonnets sont beaucoup plus sensibles au mouvement. Vous allez mieux le détecter en périphérie. Puis ensuite, vous allez tourner la tête pour pouvoir faire un ancrage visuel en vision centrale. Donc on a deux morphologies, deux familles de photorécepteurs, mais qui chacun ont leur particularité et qui va donner sa complexité et son efficacité au système visuel. Alors, on en arrive à la partie la plus délicate, je vais dire, la transduction visuelle. Et délicate, pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit, bon, le système visuel est un des systèmes les plus complexes. Il y a transducteur codeur de type 3, il y a beaucoup plus de cellules, beaucoup plus de synapses que dans les autres. Mais il y a également une façon de fonctionner qui est un petit peu contre-intuitive, puisqu'habituellement, quand on stimule le récepteur, ben, c'est à ce moment-là qu'il va fonctionner à pleine capacité. Et quand je parle de fonctionner à pleine capacité, c'est-à-dire que c'est là qu'il va faire émerger le maximum de potentiel d'action. Puisque la transduction, rappelons-le, c'est ce moment au niveau de la prise d'information qui va permettre de transformer le signal qui vient de l'environnement, qui est plus un stimulus physique, en un signal qui est compréhensible par le système nerveux, à savoir des potentiels d'action. Donc, c'est cette phase au tout début de la prise d'information, puisqu'on est au niveau des récepteurs, qui va permettre de transformer l'énergie de l'environnement en énergie neuronale. Donc, on en est là pour la lumière. Et comme je disais, c'est un peu contre-intuitif parce que quel est le stimulus pour les récepteurs visuels, pardon, excusez-moi, ben, le stimulus, c'est la lumière. Or, on s'aperçoit que de façon, comme je disais, contre-intuitive, puis je vais vous l'expliquer après, à la lumière, on a une inhibition des photorécepteurs. Donc, le photorécepteur ne relâche plus de neurotransmetteurs. Par contre, à l'obscurité, on va avoir une dépolarisation du photorécepteur et libération de neurotransmetteurs. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va commencer avec l'obscurité. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'obscurité? Ben, à l'obscurité, je vais avoir une ouverture des canaux sodium, donc je vais avoir un flux entrant continu et régulier de sodium. Pourquoi j'ai un flux entrant de sodium? Ben, parce que les canaux qui laissent rentrer le sodium sont ouverts et il y a une bonne raison pour ça, c'est que je vais avoir du GMP cyclique. Donc, je vais avoir un second messager qui va être présent et qui va s'accoler au niveau des récepteurs au sodium et qui va les maintenir ouverts en permanence. Donc, ce qui explique ce flux entrant de sodium. Et j'ai un léger flux sortant de potassium et le tout
va former ce qu'on appelle le courant d'obscurité. Puisque j'ai un flux entrant de sodium, je vais avoir une dépolarisation de mon photorécepteur, donc un potentiel de récepteur sous forme de dépolarisation. La dépolarisation au niveau cellulaire, elle est plus faible que ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, c'est moins 65, moins 60. Ici, on a une dépolarisation à moins 30 millivolts. Cette dépolarisation va se transmettre par la membrane, donc va voyager, entre guillemets, c'est un courant électrique, va voyager sur la membrane pour finalement aller ouvrir les canaux calcium qui sont à la fin de cette cellule photoréceptrice. Et en ouvrant les canaux calcium, va permettre l'entrée de calcium et ça va mettre en place tout un tas de cascades internes qui va avoir pour conséquence la libération du neurotransmetteur qui est le glutamate. Donc, à l'obscurité, courant d'obscurité, dépolarisation et libération de neurotransmetteurs au glutamate. Qu'est-ce qui se passe à la lumière? À la lumière, le phénomène est assez différent. Donc, je vais passer peut-être à l'autre schéma pour voir ce qui se passe à la lumière. La lumière va être captée au niveau des photopigments, donc au niveau des disques. Et le photopigment qu'on a sur les bâtonnets s'appelle la rhodopsine. Bon, on a d'autres photopigments pour les cônes, mais leur fonctionnement est très, très similaire. Donc, on le voit ici, la lumière arrive et donc va activer la rhodopsine, puisqu'il va y avoir absorption des photons. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une activation de la rhodopsine? La rhodopsine va changer de configuration et à ce moment-là, elle va finir par activer ce qu'on appelle une protéine G. Donc, la protéine G qui est la transduxine, en étant activée, elle va à son tour activer une enzyme qu'on appelle la phosphodiesterase. Et cette enzyme-là va avoir pour conséquence de réduire la concentration de GMP cyclique ou de l'éliminer complètement, ce qui a pour conséquence une diminution dans la conductance au sodium, puisque les canaux spécifiques au sodium vont être fermés. Donc ça, c'est l'explication assez rapide de la cascade interne. Pour faire plus simple, si vous ne voulez pas rentrer dans les détails, à la lumière, on a une activation du photopigment. Le photopigment déclenche une cascade interne et cette cascade interne a pour conséquence de fermer les canaux qui laissent entrer le sodium. Donc ça, c'est la version un peu plus simple pour peut-être les premières années. Pour les troisièmes années, on rentre un petit peu dans la spécification de la cascade. Et pour ceux qui ont suivi les cours au préalable, on est un petit peu dans le cas de récepteurs qui sont reliés à des protéines G, donc des récepteurs un petit peu plus complexes. Ça fonctionne un petit peu de la même façon. Donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence, la fermeture des canaux sodium? Il n'y a plus, comme je le disais, l'entrée de sodium. On le voit ici si je change de schéma. Et à ce moment-là, comme j'ai toujours ma sortie de potassium qui est là, je vais avoir tendance à avoir une hyperpolarisation au niveau de la membrane. Donc, cette hyperpolarisation, donc le potentiel de récepteur à la lumière est une hyperpolarisation, pardon, et cette hyperpolarisation va continuer sur la membrane, mais ne va certainement pas donner, ne va pas ouvrir les canaux sodium, les canaux calcium, excusez-moi, puisque les canaux calcium sont voltage dépendants. Donc, si je n'ai pas le voltage suffisant, je n'ai pas l'ouverture de mes canaux calcium, et à ce moment-là, je n'ai pas de libération de neurotransmetteurs. Donc, de façon contre-intuitive, comme je le disais, à l'obscurité, j'ai une activation de ma cellule qui finit par libérer du glutamate. À la lumière, j'ai une non-activation, j'ai une hyperpolarisation qui fait qu'il n'y a pas de libération de neurotransmetteurs. Alors, si on revient, puisque là, on n'en était qu'à la première phase de la transduction, hein, je vous ai juste parlé de ce qui se passait à la lumière et à l'obscurité au niveau du photorécepteur. Maintenant, on sait qu'on a, après le photorécepteur, on a une synapse, on a des cellules bipolaires, on a une autre synapse et on a des cellules ganglionnaires. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent encore se passer après la première phase de transduction, donc après le potentiel de récepteur. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, je vois mon photorécepteur avec, donc forcément, là, on est à la lumière puisqu'on a le stimulus et on a l'hyperpolarisation.
Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'il y a deux grandes choses qui peuvent se passer. Sur le schéma, on illustre la première version qui est expliquée ici et on verra la deuxième version, même s'il n'y a pas le support du schéma. Donc, on part d'une hyperpolarisation à la lumière avec le photorécepteur et ça va donner une dépolarisation au niveau de ma cellule bipolaire. Pourquoi? Parce que la synapse qui est ici, et c'est le propre des synapses, que de pouvoir changer la façon dont l'information passe d'un élément à un autre élément, cette synapse-là est ce qu'on appelle une synapse inhibitrice. Donc, si j'ai une inhibition et une synapse inhibitrice, ça va me donner une activation, une dépolarisation. La cellule bipolaire va être reliée aux cellules ganglionnaires et on a à ce moment-là une synapse activatrice, ce qui fait que la dépolarisation de la membrane va être une dépolarisation au niveau de la cellule ganglionnaire. Et si ma dépolarisation est supraliminaire, c'est-à-dire si elle est suffisamment importante pour atteindre, voire dépasser le seuil, à ce moment-là, je vais avoir naissance de potentiels d'action et en général de plusieurs potentiels d'action, donc ce qu'on appelle des trains de potentiels d'action. Donc, j'ai une activation de ma cellule ganglionnaire, puis rappelez-vous que les axones des cellules ganglionnaires vont apporter l'information vers le cerveau. Donc, je vais avoir une activation qui va aller vers le cerveau. Donc, à partir d'une hyperpolarisation au niveau primaire, au niveau des photorécepteurs, ça va finir par se transformer en dépolarisation au niveau des cellules ganglionnaires par le biais des synapses. Maintenant, comme je vous disais, il y a une autre possibilité. Cette hyperpolarisation peut très bien être transmise par une synapse activatrice à une cellule bipolaire et à ce moment-là, je vais avoir une hyperpolarisation. Et comme j'ai régulièrement des synapses activatrices, je peux avoir une hyperpolarisation au niveau ganglionnaire, à savoir absence de potentiel d'action. Donc, les deux cas de figure sont possibles au niveau de la rétine. C'est pour ça que je vous disais que c'est un peu complexe, parce qu'il y a trois éléments cellulaires, deux synapses, mais parce que les synapses, justement, ce n'est pas des lieux passifs d'information. Les synapses peuvent modifier la transmission de l'information, et on le voit clairement ici, où à partir d'une hyperpolarisation, je peux passer à une dépolarisation. Donc, à partir de la configuration de la rétine en photorécepteurs, cellules bipolaires, cellules ganglionnaires et avec des synapses, je peux avoir déjà dès la périphérie beaucoup de façons de transporter le message qui est le message lumineux. Alors, rapidement, parce qu'il y aurait trop à en dire, il faudrait probablement une autre capsule pour ça. Qu'est-ce qui se passe après ça? Beaucoup de choses qui peuvent se passer après, bien évidemment. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les voies visuelles. Alors, on a une décussation partielle de l'information à partir de l'œil, donc qui va passer de l'autre côté, mais on a également de l'information qui reste ipsilatérale. Et cette information-là va être convoyée jusqu'au niveau des corps genouillés latéraux, qui est une partie spécifique du thalamus, partie spécifiquement dédiée à la vision. Et ensuite, on a une projection globale depuis le thalamus, donc depuis les corps genouillés latéraux, vers le cortex visuel primaire qu'on va trouver au niveau occipital. Il y a d'autres voies visuelles, mais qui ne sont pas, qui ont une moindre importance en termes de quantité de voies, puisque la voie que je vous ai décrite, la voie rétino-géniculo-striée, qui est la voie visuelle par excellence, c'est à peu près 90% des fibres. Le 10% restant va se séparer entre de l'information qui va aller au niveau de l'horloge biologique, puisque la luminosité est importante pour le réglage de l'horloge biologique, d'autres informations qui vont aller au niveau du prétectum, plus pour maintenir le réflexe d'ouverture, de fermeture de la pupille, et dans la troisième, qui vont aller au niveau des colliculis supérieurs, qui vont pouvoir mettre en relation la vision avec le mouvement. Pour que, quand je tourne la tête, les yeux vont tourner également, donc il y a une coordination à ce niveau-là. Si j'en reviens à la voie visuelle principale, donc la voie rétino-géniculo-striée, on voit que là encore, le système visuel fait exception, puisque dans la majorité des systèmes sensoriels, je vais avoir une aire primaire, puis une ou deux aires secondaires. Au niveau visuel, j'ai l'aire primaire ici, la V1,
Puis, j'ai plusieurs aires secondaires, V2, V3, V4, MT, PO, etc. Et plus, les connaissances sur le système visuel avancent, plus j'ai tendance à avoir d'aires connexes qui vont être reliées à la vision. Il y a même, dans un livre très connu en physiologie, Marieb disait qu'il y a à peu près 50% des cellules du cerveau qui vont être dédiées de près ou de loin à la vision. Pas sûr que le chiffre soit forcément vrai, mais ça montre l'impact que peut avoir le système visuel sur l'ensemble du cerveau des humains. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici, puis je ne vais pas revenir dans le détail de toutes les aires secondaires, c'est l'organisation après l'aire primaire visuelle. On voit qu'il y a une tendance à envoyer de l'information d'un côté ou à envoyer de l'information de l'autre côté. Et en fait, on va s'apercevoir que depuis la rétine jusqu'au corps genouillé, jusqu'au niveau du cortex, on a une différenciation dans la prise d'information. On l'a vu en périphérie, puisque les cônes vont être dédiés plus aux détails et les bâtonnets plus à la luminosité et au mouvement. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des cellules qui vont être plus parvocellulaires ou magnocellulaires, et par extension, on va parler de voies magnocellulaires ou parvocellulaires. Les voies magnocellulaires sont les voies qui vont être dédiées beaucoup plus à la luminosité et au mouvement, et les voies parvocellulaires sont les voies qui vont être dédiées plus aux détails et à la couleur. Donc, magnocellulaires reliées au bâtonnet, parvocellulaires reliées plutôt au cône. Et ces informations vont continuer à envoyer de l'information de façon un petit peu orientée, ce qui fait que si je reprends le schéma du bas et je vais passer par toutes les complexités, on voit qu'on a une voie qui est la voie dorsale, qui va être dédiée beaucoup plus à l'information, que je ne dise pas de bêtises, reliée au mouvement, et la voie ventrale, qui, elle, va être dédiée beaucoup plus aux détails, etc. Donc, une voie magnocellulaire et une voie parvocellulaire qui vont, si on regarde, je sais que l'image est un peu petite, mais si on regarde au niveau du schéma du cerveau, qui vont se diviser. Donc, une voie ventrale qui va aller beaucoup plus vers le lobe temporal et une voie dorsale qui va aller plus vers le lobe pariétal. Une voie ventrale qui va être dédiée à la reconnaissance des objets, à l'identification, reconnaissance, etc. Donc, qui va être la voie plus parvocellulaire, donc qui va émaner beaucoup plus des cônes, et la voie dorsale, qui va être plus sur la localisation, le mouvement, etc., qui, elle, va émaner plus des bâtonnets et qu'on appellera la voie qui est à l'origine des informations magnocellulaires. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis la périphérie, on a une spécialisation et que cette spécialisation, elle est maintenue jusqu'au niveau de l'analyse, au niveau du cerveau, dans les plus hautes instances du cerveau. Ça me paraît finalement normal quand on y réfléchit. Pourquoi il y aurait cette spécialisation en périphérie si finalement, par la suite, on perd le bénéfice de cette spécialisation? Donc, on a tout intérêt, enfin, l'évolution avait tout intérêt à organiser l'information pour tirer au maximum profit de cette spécialisation qui est présente dès la périphérie, à savoir l'utilisation de cônes pour les couleurs et les détails et de bâtonnets plus pour la luminosité et les mouvements. Donc, je vais finir ici ma petite capsule sur la transduction et sur l'œil. Et je vous remercie de l'avoir suivi et au plaisir de vous revoir dans une autre capsule.